Casse 1. Sada Ab. Dans la longue histoire du true crime, il existe peu de cas qui se distinguent de manière aussi troublante et inoubliable que celui de Sada Ab, une femme japonaise dont le nom est indissociablement lié à l'obsession, au désir et à la forme la plus choquante de violence passionnelle. Le 18 mai 1936, elle étrangla son amant Kichizo Ishida jusqu'à la mort et, dans un moment qui continue encore aujourd'hui de susciter à la fois horreur et fascination, lui coupa les organes génitaux qu'elle transporta ensuite dans son sac à main. Ce crime, connu sous le nom de l'incident Absada, devint rapidement une obsession nationale au Japon et inspira des livres, des films et d'innombrables débats sur l'amour, la folie et la morale. Pour comprendre comment Sada Ab en est arrivé à cet instant, il faut examiner sa vie depuis le début, car son histoire ne se limite pas à un seul crime. Elle représente le long parcours d'une femme marquée par des problèmes familiaux, une société dure et un amour dévorant qui finit par conduire au meurtre. Sada Ab est née en 1905 à Tokyo. Benjamin d'une famille de 8 enfants respectés, spécialisée dans la fabrication de tatamis. Son père était considéré comme un homme droit, bien que légèrement égocentrique, et ses frères et sœurs avaient déjà une réputation scandaleuse. Un frère était un séducteur notoire qui s'était enfui avec l'argent familial, tandis que sa sœur avait été envoyée dans une maison close pour immoralité présumée. Malgré cela, sa mère gâta Sada et encouragea son éducation musicale ainsi que des compétences traditionnellement associées aux geishas. Mais son désir de liberté et d'indépendance la conduisit rapidement dans des milieux dangereux. Sa mère mourut en 1933, son père en 1934, Sada devint de plus en plus déracinée. Lorsqu'un bordel fut perquisitionné par la police, elle attira l'attention de Kinosuke Kasahara, un homme fortuné qui fit d'elle sa maîtresse. Leur relation fut tumultueuse, marquée par le sexe et des luttes de pouvoir, et se termina mal. Kasahara la décrivit comme une femme dangereuse dont les hommes devaient se méfier. En 1935, à Nagoya, elle entama une relation avec Goro Omiya, professeur et futur homme politique. Il la soutint financièrement et l'envoya même se soigner de la syphilis dans une station thermale. Mais cette relation s'éteignit également, et Sada retourna à Tokyo, où elle travailla dans le restaurant de Kichizo Ishida, âgé de 42 ans. Ishida était marié mais connu comme un séducteur et commença bientôt à la courtiser. Pour Sada, cette relation était différente de toutes les précédentes. Ishida était attentif, passionné et expérimenté, et leur liaison devint rapidement une obsession dévorante. Ils passaient des journées entières dans des salons de thé, buvaient, chantaient avec des geishas et faisaient l'amour pendant des heures. Sada déclara plus tard qu'elle n'avait jamais rencontré un homme aussi sexuel et qu'elle était convaincue qu'il était son véritable amour. Mais avec l'amour vint la jalousie. Ishida restait mariée et Sada ne supportait pas l'idée de le partager. Elle se mit à boire excessivement et devint émotionnellement instable. Inspirée par une pièce de théâtre dans laquelle une geisha menaçait son amant, elle acheta un grand couteau de cuisine. Lors d'une rencontre, elle le brandit contre Ishida et l'accusa de se préparer pour une autre femme. Ishida ne réagit pas avec peur, mais avec excitation. Leurs jeux sexuels devinrent de plus en plus sombres, incluant étranglement et contrôle respiratoire érotique. Le 16 mai 1936, Sada l'étrangla pendant un rapport sexuel avec sa ceinture obi. Ishida lui demanda même de continuer, même s'il s'endormait ensuite. Pour Sada, cela était à la fois enivrant et effrayant. Elle commença à croire qu'il voulait peut-être qu'elle le tue. Au petit matin du 18 mai, après plusieurs jours d'alcool et de sexe, Ishida dormait lorsque Sada lui passa la ceinture 2 fois autour du cou et l'étrangla jusqu'à la mort. Ensuite, elle ressentit une étrange clarté, comme si un poids avait été levé. Elle resta des heures auprès de son corps avant de prendre un couteau et de lui retirer les organes génitaux. Elle les enveloppa soigneusement et les plaça dans son sac à main en disant « Je ne pouvais pas emporter tout son corps. Je voulais la partie qui me rappellerait les souvenirs les plus intenses. » Avec son sang, elle écrivit « Sada, Kichi ensemble » sur sa cuisse et grava son nom sur son bras. Elle enfila ensuite ses sous-vêtements, demanda au personnel de ne pas le déranger et quitta calmement les lieux. Ce qui suivit fut une hystérie médiatique. Les journaux parlèrent la panique Absada. De fausses rumeurs provoquèrent chaos, embouteillage et panique générale. Tout le Japon était fasciné par l'idée de cette femme dangereuse et éprise d'amour, transportant les parties du corps de son amant dans son sac. Sada s'enregistra dans une auberge, but de la bière, écrivit des lettres d'adieu et tenta même des actes sexuels avec les parties du corps.
Elle prévoyait de se rendre à Osaka pour mourir avec elle, mais n'en eut pas le temps. Le 20 mai, elle fut retrouvée par la police grâce à un pseudonyme. Elle ne résista pas. « Ne soyez pas si formelle, dit-elle. Vous cherchez Sada Ab, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi. » Pour le prouver, elle montra le contenu de son sac. Lors des interrogatoires, elle fascina la police. À la question du motif, elle répondit avec des yeux brillants. « Je l'aimais tellement que je voulais le garder entièrement pour moi. Mais comme nous n'étions pas mariés, il aurait pu avoir d'autres femmes. Si je le tue, aucune femme ne peut plus le toucher. » Cette réponse choqua le public. Pas de jalousie classique, pas de haine, mais un amour transformé en violence. Lors du procès, des foules envahirent la salle d'audience. Le juge admit plus tard avoir été troublé par les détails, mais l'affaire fut traitée sérieusement. Sada exprima son mécontentement d'être décrite comme une perverse et insista sur le fait qu'Ishida avait été le seul homme qu'elle ait vraiment aimé. Elle fut condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et profanation de cadavres, mais ne purgea que 5 ans et fut libérée en 1941. Après sa libération, elle vécut retirée sous de fausses identités et travailla occasionnellement dans des restaurants ou des bars. Son histoire ne disparut jamais. Elle fut interviewée, adaptée en romans et pièces de théâtre et devint une icône du mouvement dit Ero-guro Nansensu, une forme artistique japonaise mêlant érotisme, grotesque et absurdité. Dans l'après-guerre, elle fut parfois perçue non comme un monstre, mais comme une femme en rébellion contre les normes sociales. Dans les années 1970, elle disparut largement de la vie publique. Certains rapports affirment qu'elle aurait passé ses dernières années dans un monastère. L'héritage de l'affaire Sada perdure encore aujourd'hui. Des films comme L'Empire des Sens de Nagisa Oshima s'en sont inspirés. Le débat continue de savoir si son acte relevait de la folie, de l'obsession ou d'une forme extrême et déformée d'amour. Ce qui rend cette affaire inoubliable n'est pas seulement le crime horrible, mais la psychologie qui s'y cache, comment la passion devient possession et l'amour se transforme en destruction. Avec ses propres mots, Sada Abe voulait garder Ishida pour toujours, même si cela signifiait lui ôter la vie et conserver la partie de lui qui symbolisait leur intimité. Pour certains, elle reste un monstre, pour d'autres, une figure tragique, engloutie par des émotions trop fortes pour être contrôlée. Quelle que soit la vérité, le nom de Sada Abe demeure l'un des plus troublants et fascinants de l'histoire du true crime. K2. Suzuka Hatakeyama. Au printemps 2006, la paisible ville agricole de Fujisato, dans la préfecture d'Akita au nord du Japon, est devenue le théâtre de l'un des cas de meurtre d'enfants les plus choquants que le pays ait jamais connus. Au centre de l'affaire se trouvait une mère célibataire nommée Suzuka Hatakeyama, dont les crimes ont bouleversé une communauté, détruit des familles et confronté toute la nation à des questions sur le mobile, l'état mental et la justice. Ce qui avait d'abord semblé être la perte tragique d'un enfant s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sombre, révélant non seulement les actes terrifiants de Hatakeyama, mais aussi le rôle des médias et de la méfiance publique dans la construction de l'affaire. Le 9 avril 2006, la fillette de 9 ans, Ayaka Hatakeyama, disparut. Elle était la fille de Suzuka, une femme divorcée de 33 ans vivant avec son enfant à Noshiro, dans la préfecture d'Akita. Le lendemain, le corps d'Ayaka fut retrouvé dans la rivière Fujikoto. Dans un premier temps, la police conclut à un tragique accident. Le courant de la rivière était froid et puissant à cette période du début du printemps et des cas de noyade d'enfants s'étaient déjà produits dans la zone. Cependant, Suzuka affirma que sa fille ne s'approcherait jamais de l'eau. Elle déclara aux journalistes que son enfant détestait la rivière, d'autant plus que la neige était encore présente sur les berges. Pourtant, le comportement de Suzuka parut étrange à certains. Au lieu de faire son deuil en silence, elle adopta une attitude conflictuelle, accusant la police d'incompétence, réclamant de nouvelles investigations et interrogeant même les voisins comme si elle menait sa propre enquête. Certains la décrivirent comme amère, isolée et ouvertement hostile à son entourage. Alors que des interrogations sur son comportement s'accumulaient, un autre enfant disparut. Le 17 mai, Goken Yoneyama, un garçon de 7 ans en première année scolaire, joyeux et vivant à 2 maisons de Suzuka, disparut sur le chemin du retour de l'école. Sa famille le rechercha désespérément et toute la ville fut placée en alerte. Le lendemain, son corps fut retrouvé près de la rivière Yoneshiro. Il avait été étranglé.
Cette découverte macabre choqua la préfecture d'Akita. Contrairement à la mort d'Ayaka, il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un meurtre. Les soupçons se tournèrent rapidement vers Suzuka. Le garçon jouait souvent avec la fille de celle-ci et désormais les deux enfants avaient disparu en quelques semaines. À Fujisato, les rumeurs se répandirent, alimentées par une couverture médiatique intense. Suzuka fut dépeinte comme étrange, instable et peu fiable. La police commença à examiner ses déplacements le jour de la disparition de Goken. Elle nia d'abord toute implication, affirmant être restée chez elle sans rien remarquer d'anormal. Mais les enquêteurs découvrirent rapidement des éléments incriminants. Des traces de sang et d'urine du garçon furent retrouvées dans sa maison, près de l'entrée et dans la chambre de sa fille décédée. Des fibres de ses vêtements correspondaient à un tapis retrouvé dans le coffre de sa voiture. Des échantillons de cheveux sur le corps de Goken correspondaient à ceux retrouvés dans son domicile. Cela suffit à justifier son arrestation. Le 4 juin 2006, Suzuka Hatakeyama fut placée en détention. Elle nia d'abord avoir tué le garçon, mais admit avoir déplacé son corps et l'avoir déposé près de la rivière. Quelques jours plus tard, sous interrogatoire, elle avoua l'étranglement. Son explication choqua le pays. Elle déclara avoir tué Goken pour qu'il puisse rejoindre sa fille dans l'au-delà. Elle ajouta ensuite un autre motif. Elle espérait que la mort d'un nouvel enfant relancerait l'enquête sur la mort de sa fille et laverait son nom. Ces déclarations contradictoires alimentèrent l'indignation publique. Lors du procès, l'attention se porta non seulement sur les preuves, mais aussi sur l'état mental de Suzuka. La défense invoqua une responsabilité pénale diminuée, la présentant comme une femme solitaire et psychologiquement instable, poussée à la violence par le deuil et le rejet social. L'accusation, elle, affirma qu'elle considérait sa fille comme un fardeau et l'avait poussée dans un accès de colère après que l'enfant eut voulu voir la rivière. Le tribunal suivit finalement l'accusation. Les preuves montrèrent que Suzuka avait volontairement poussé Ayaka depuis un pont. Ses précédentes déclarations furent jugées crédibles. Concernant Goken, la justice estima qu'il n'y avait pas de planification à long terme, mais que Suzuka l'avait attiré chez elle et étranglé dans un accès de jalousie et de rage. Le 19 mars 2008, le tribunal de district d'Akita prononça son verdict. Suzuka Hatakeyama fut reconnu coupable de double meurtre et condamné à la prison à vie. Le parquet avait demandé la peine de mort, mais le tribunal estima que le meurtre du garçon n'avait pas été prémédité. Dans la salle d'audience, Suzuka s'inclina profondément devant les parents en deuil de Goken dans un geste de dogeza et déclara « Je suis désolé d'avoir pris votre fils ». Ces excuses furent accueillies par le silence. À l'extérieur du tribunal, les émotions étaient vives. Certains habitants étaient en colère qu'elle échappe à la peine capitale. D'autres considéraient la prison à vie comme une punition plus lourde, puisqu'elle devait vivre avec sa culpabilité. L'affaire suscita une attention nationale. Des milliers de personnes se rassemblèrent devant le tribunal. Le procès révéla l'image d'une femme coupée de sa communauté et capable d'une violence inimaginable envers des enfants. Mais l'histoire de Suzuka Hatakeyama ne se limite pas à 2 meurtres. Elle soulève également des questions sur la société et les médias. Dès le début, elle fut présentée comme étrange et marginale. Certains observateurs estimèrent plus tard que cette stigmatisation avait renforcé son isolement et peut-être contribué à ses actes. D'autres rejetèrent fermement cette interprétation. Aujourd'hui, cette affaire est considérée comme l'un des cas les plus notoires de meurtre maternel et de double infanticide au Japon. Suzuka Hatakeyama passera probablement le reste de sa vie en prison, son nom à jamais lié aux morts d'Ayaka et de Goken. Les rivières de la préfecture d'Akita, autrefois calmes et ordinaires, sont devenues des lieux marqués dans la mémoire collective. Pour les amateurs de true crime, ce cas reste un rappel glaçant que des lieux ordinaires peuvent cacher une noirceur extraordinaire. C'est l'histoire d'une mère qui a trahi son propre enfant, d'un voisin qui a abusé de la confiance d'un garçon et d'une communauté tentant de comprendre comment quelqu'un parmi eux a pu commettre de tels actes. Au final, une question demeure sans réponse définitive. Suzuka Hatakeyama était-elle une femme brisée par le deuil et la pression sociale ou simplement une meurtrière qui ne voyait pas les enfants comme des vies à protéger, mais comme des instruments pour ses propres objectifs déformés? Quelle que soit la réponse, 2 enfants sont morts et une ville du nord du Japon n'oubliera jamais le printemps 2006. 3. Masumi Hayashi. À l'été 1998, la petite communauté de Sonobe, dans la préfecture de Wakayama, au Japon, se réunit pour une soirée qui devait être marquée par la nourriture, les rires
et l'esprit de communauté. Une fête de quartier destinée à célébrer l'unité se transforma pourtant en l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire criminelle moderne du Japon. Le 25 juillet 1998, une grande marmite de curry mijotait afin de nourrir des dizaines d'habitants affamés. Ce que personne ne savait, c'est qu'un secret mortel se cachait dans ce plat épicé. Plus d'1 kilogramme d'arsenic, assez de poison pour tuer plus d'une centaine de personnes. En l'espace de quelques heures, les habitants commencèrent à s'effondrer, à vomir et à hurler de douleur. 4 d'entre eux ne survivraient pas à cette nuit, tandis que 63 autres resteraient marqués à vie. La tragédie fut si choquante et apparemment absurde que la femme au centre de l'affaire fut à jamais connue sous un surnom terrifiant, la tueuse au curry. Parmi les victimes figuraient des membres respectés de la communauté ainsi que des enfants innocents. Takatoshi Taninaka, âgé de 64 ans, et Takaaki Tanaka, âgé de 53 ans, qui occupaient respectivement les fonctions de président et de vice-président du conseil communal de Wakayama, moururent après avoir consommé le curry empoisonné. La jeune Miyuki Tori, âgée de 16 ans, ainsi que Hirotaka Hayashi, âgé de 10 ans, perdirent également la vie. Les survivants souffrirent de symptômes extrêmement violents, nausées, diarrhée, maux de tête, problèmes cardiaques, œdème pulmonaire et même de graves maladies de peau qui persistèrent pendant des mois. Certains développèrent ce que l'on appelle des lignes de Beau et des lignes de Mace sur leurs ongles, des traces permanentes de ce que leur corps avait subi. Il ne s'agissait pas d'une tragédie isolée, mais d'un empoisonnement de masse d'une ampleur rarement vue au Japon. Très rapidement, les soupçons se portèrent sur la femme de 37 ans, Masumi Hayashi. Des témoins affirmèrent l'avoir vue près de la marmite de curry, il restant alors que personne d'autre ne se trouvait à proximité. Sa famille l'était déjà mal vue dans le quartier et évitée par les voisins, tandis que Masumi elle-même nourrissait apparemment du ressentiment envers ceux qui l'excluaient. Mais l'élément le plus accablant concernait son accès à l'arsenic. Son mari, Kenji Hayashi, travaillait dans la lutte antiparasitaire et l'arsenic faisait partie des substances qu'il utilisait dans son métier. Plus tard, des experts confirmèrent que l'arsenic retrouvé dans le curry correspondait à celui stocké au domicile de la famille Hayashi. Pour la police et le parquet, le puzzle semblait se reconstituer. Mais qui était réellement Masumi Hayashi ? En apparence, elle était mère de 4 enfants et ancienne agente d'assurance. Derrière cette façade se cachait pourtant un schéma inquiétant. Les enquêteurs découvrirent rapidement que ce n'était pas la première fois qu'elle était liée à l'arsenic. Masumi aurait tenté d'empoisonner son propre mari en manipulant sa nourriture, apparemment afin de toucher des indemnités d'assurance. Dans une autre affaire, elle empoisonna un locataire et profita des remboursements liés à ses frais médicaux. Il fut également rapporté qu'elle avait servi des nouilles empoisonnées à une connaissance, encore une fois, prétendument pour des raisons financières. Encore et encore, les enquêteurs retrouvèrent sa trace, même si ce n'était pas toujours littéralement, dans des affaires d'empoisonnement s'étalant sur plus d'une décennie. Ces crimes ne se limitaient pas aux empoisonnements. Masumi et son mari étaient également impliqués dans des fraudes complexes à l'assurance. Ils exagéraient des blessures, mettaient en scène des accidents et encaissaient plus de 150 millions de yens d'indemnité. Kenji fut finalement condamné à une peine de prison. Masumi, quant à elle, faisait face à une accusation bien plus grave, le meurtre de masse. Lorsque son procès débuta en 1999, tout le Japon suivit l'affaire avec une immense attention. Plus de 2000 personnes tentèrent d'assister au prononcé du verdict. L'accusation reposait presque exclusivement sur des preuves circonstancielles. Aucune preuve directe ne démontrait qu'elle avait versé l'arsenic dans le curry. Pourtant, les témoignages dressaient un portrait accablant. Une jeune fille déclara avoir vu Hayashi tourner comme un ours autour des marmites de curry alors que personne d'autre n'était présent. Les experts confirmèrent la correspondance de l'arsenic. Et l'occasion était évidente. Masumi était restée seule suffisamment longtemps avec les marmites. La défense soutint qu'aucun mobile clair n'existait. Pourquoi une mère de 4 enfants empoisonnerait-elle au hasard ses voisins, y compris des enfants ? Le parquet affirma au contraire que l'exclusion sociale, la colère et le ressentiment l'avaient poussé à commettre cet acte destructeur. Selon eux, il ne s'agissait pas d'argent, mais de vengeance. Le 11 décembre 2002, le tribunal de district de Wakayama rendit son verdict. Le juge-président, Ikuo Ogawa, qualifia le crime de sang-froid et aveugle. Masumi Hayashi fut condamné à mort par pendaison. Malgré plusieurs appels, les juridictions supérieures confirmèrent la sentence.
En 2005, la Cour d'appel d'Osaka valida la décision et en 2009, la Cour suprême du Japon rejeta son dernier recours. Le juge Kohei Nasu reconnut l'absence de preuves directes, mais déclara que les éléments circonstanciels ne laissaient aucun doute. Masumi continua pourtant à clamer son innocence. Elle n'avoua jamais et provoqua même plusieurs incidents étranges, notamment lorsqu'elle avala des clous lors d'une supposée crise nerveuse. En 2009, elle demanda la révision de son procès, mais aucune décision définitive n'a encore été rendue à ce jour. Les conséquences de cette affaire bouleversèrent tout le pays. Le crime choqua profondément l'opinion publique et inspira même des imitateurs qui tentèrent de reproduire des empoisonnements similaires. Les proches des victimes déposèrent des plaintes civiles et réclamèrent des millions de yens de dédommagement. Les survivants souffrent encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques. Pour les familles des 4 victimes décédées, la justice n'a jamais semblé suffisante. Jusqu'à aujourd'hui, l'empoisonnement au curry de Wakayama reste l'une des affaires criminelles les plus tristement célèbres du Japon. Elle est étudiée dans les facultés de droit et analysée par les criminologues comme un exemple montrant comment des preuves circonstancielles peuvent mener à la peine maximale. Mais le débat continue. Masumi était-elle réellement coupable ou a-t-elle été condamnée sur la base de suppositions, de préjugés et d'indices? Ses défenseurs soutiennent que sans preuve directe, une condamnation à mort n'aurait jamais dû être prononcée. Ses détracteurs affirment au contraire que l'ampleur de la tragédie ne permettait aucune peine plus clémente. Ce qui demeure incontestable, cependant, c'est l'héritage de souffrances laissé par cette affaire. 4 personnes ont perdu la vie, des dizaines d'autres luttent encore contre des problèmes de santé persistants, et une paisible fête d'été, censée unir une communauté, reste désormais associée à la peur et à l'horreur. L'histoire de Masumi Hayashi est une histoire de rancœur, de poison et de questions sans réponse. Un rappel glaçant que les plus grands dangers ne viennent parfois pas d'étrangers, mais des personnes qui vivent juste à côté de nous. K4. Kanae Kijima. Le 13 avril 2012, dans une salle d'audience bondée de Saitama, au Japon, un verdict fut prononcé qui bouleversa toute la nation. Kanae Kijima, une femme de 37 ans qui avait soigneusement cultivé une image d'élégance et de raffinement, fut condamnée à mort pour le meurtre de 3 hommes qu'elle avait rencontrés via des sites de rencontres en ligne. Le juge président Kazuyuki Okuma expliqua clairement sa décision. Aucune clémence n'était possible. Selon lui, Kijima avait ôté des vies pour des motifs égoïstes, inventé des excuses irrationnelles et n'avait montré aucun remords. La femme que la presse surnomma désormais la tueuse du Konkatsu attirait des hommes sous prétexte de chercher le mariage, avant de les assassiner à l'aide de somnifères et de monoxyde de carbone, puis de maquiller leur mort en suicide tragique. Les victimes étaient Yoshiyuki Oide, un employé tokyoïde de 41 ans rêvant de mariage, Keizo Ando, un homme de 80 ans qui dépendait d'elle comme aide à domicile, et Takao Terada, âgé de 53 ans, persuadé d'avoir trouvé l'amour dans ses bras. Chacun de ces hommes mourut en 2009. Chaque décès fut entouré d'une histoire de désespoir et de malheur, et chacun fut soigneusement orchestré par Kijima afin de masquer la réalité d'un meurtre. Pour comprendre comment Kijima est devenue l'une des criminelles les plus tristement célèbres du Japon, il faut examiner la double vie qu'elle menait en ligne et dans la réalité. Sur ses blogs et profils de rencontres, elle se présentait comme l'incarnation du raffinement. Une cuisinière talentueuse, passionnée de vêtements de luxe, une femme au goût sophistiqué. Elle retouchait ses photos pour paraître plus séduisante, jouait le rôle de la future épouse dévouée et allait parfois jusqu'à adopter de fausses identités, se faisant passer pour infirmière ou thérapeute afin de mieux manipuler ses cibles. Derrière ce masque charmant se cachait pourtant une femme vivant largement au-dessus de ses moyens et finançant son train de vie par la tromperie. En quelques années, elle soutira plus de 2 millions de dollars à des hommes qui croyaient investir dans un avenir commun avec elle. Lorsque ces hommes réclamèrent leur argent ou menacèrent de se retirer, Kijima aurait franchi une étape encore plus sombre que l'escroquerie, le meurtre. La mort de Yoshiyuki Oide fut le premier cas à éveiller les soupçons. En août 2009, son corps fut retrouvé sur la banquette arrière d'une voiture de location dans la préfecture de Saitama. À côté de lui se trouvait un réchaud à charbon, une méthode fréquemment utilisée au Japon pour les suicides au monoxyde de carbone. À première vue, cela semblait être un autre drame dans un pays confronté à un taux élevé de suicides. Pourtant, certains détails ne correspondaient pas. Les clés de la voiture avaient disparu alors que le véhicule était verrouillé,
et Oid avait récemment transféré 5 millions de yens à sa fiancée, Kanae Kijima. Quelques heures avant sa mort, il avait même écrit en ligne qu'il était heureux de bientôt se marier et de rencontrer la famille de sa compagne. Le suicide ne correspondait tout simplement pas à son état d'esprit. Lorsqu'une autopsie révéla la présence de somnifères dans son organisme, les soupçons grandirent. Les enquêteurs commencèrent à penser que le suicide avait été mis en scène. Puis survint l'incendie qui coûta la vie à Keizo Ando, un homme fragile de 80 ans, fortement dépendant de Kijima. En mai 2009, sa maison dans la préfecture de Chiba prit feu. Au départ, cela semblait être un accident tragique. Mais des somnifères furent également retrouvés dans son organisme et des témoins avaient vu Kijima chez lui la veille de l'incendie. Plus accablante encore, elle avait retiré de l'argent de son compte peu avant sa mort. Une fois encore, la frontière entre accident et crime devenait floue. Et une fois encore, Kijima se trouvait au centre de l'affaire. En octobre de la même année, le corps de Hideki Maruyama, 53 ans, fut retrouvé face contre terre dans un ruisseau. Un autre compagnon, Takao Terada, fut découvert mort d'une intoxication au monoxyde de carbone dans sa maison de Tokyo en février. En avril, le corps de Kazumi Yabe fut retrouvé au fond de la mer, prétendument après un accident de pêche. Un commerçant nommé Sadao Fukuyama fut retrouvé nu dans son appartement après lui avoir prêté l'énorme somme de 74 millions de yens. Même un journaliste lié à elle mourut en 2004 après avoir été percuté par un train. Bien que seuls 3 cas aient conduit à sa condamnation, la police examina discrètement bien d'autres décès. Un schéma inquiétant semblait se dessiner. Les hommes qui donnaient de l'argent à Kijima finissaient souvent morts. Lorsque les autorités perquisitionnèrent son appartement en novembre 2009, le tableau devint encore plus sombre. Elles découvrirent d'importantes quantités de médicaments sur ordonnance, dont de puissants sédatifs obtenus auprès d'au moins 10 médecins différents. Les enquêteurs confirmèrent ensuite que plusieurs de ces victimes présumées avaient ces substances dans le sang. Elles s'étaient méthodiquement équipées des outils de la tromperie, des pilules pour endormir, du charbon pour simuler des suicides et des récits destinés à détourner les soupçons. Le procès de Kanae Kijima fut sans précédent au Japon. Il compta parmi les plus longs procès avec jury depuis l'introduction du système et dura 100 jours. Sans preuve directe, ni aveu, ni témoin oculaire, ni arme du crime clairement identifiée, l'accusation dut s'appuyer sur des preuves circonstancielles. Mais elle présenta un récit convaincant. Kijima tuait pour maintenir son mode de vie luxueux et réduisait au silence les hommes susceptibles de découvrir ses mensonges ou d'exiger le remboursement de leur argent. La défense, quant à elle, présenta une toute autre version. Selon elle, ces hommes étaient pas brisés et désespérés et se seraient suicidés après la fin de leur relation avec Kijima. L'incendie chez Ando aurait été un accident tragique. D'après les avocats, l'absence de preuves directes signifiait que le meurtre ne pouvait être prouvé hors de tout doute raisonnable. Les médias, cependant, étaient fascinés. Kijima fut surnommée non seulement la tueuse du Konkatsu, mais aussi la veuve noire, une femme attirant ses amants dans des filets de mensonges avant de les laisser mourir. Les journalistes fouillèrent son passé et révélèrent d'autres affaires d'escroquerie allant bien au-delà des 3 accusations retenues. Un riche bienfaiteur âgé lui aurait versé près de 100 millions de yens sur plusieurs années pour financer son train de vie luxueux jusqu'à sa mort en 2007. Après cela, elle se serait tournée vers les sites de rencontres matrimoniales, ciblant délibérément des hommes vulnérables en quête d'amour et de proximité. Ces méthodes étaient d'une simplicité effrayante. Des promesses de mariage, des demandes d'aide financière, puis soudain, des tragédies. Des indices laissèrent également penser qu'elle aurait pu subir une influence extérieure. Les enquêteurs découvrirent des liens avec un hôte de club nocturne de Shinjuku, un homme d'une trentaine d'années qui aurait pu la pousser à trouver de l'argent pour lui. Des emails révélèrent des conversations contenant même des instructions sur l'utilisation des réchauds à charbon. Cela souleva la question de savoir si Kijima agissait seule ou si elle avait elle-même été manipulée. Mais au final, ce furent ses propres actes qui la conduisirent devant la justice pour meurtre. En avril 2012, le juge Okuma prononça le verdict final, coupable de 3 meurtres, avec pour peine la mort par pendaison. Il qualifia ces actes de graves, égoïstes et dénués de remords. Le parquet avait demandé la peine capitale et l'obtint. La défense fit immédiatement appel, mais le message était clair, les tribunaux japonais ne croyaient pas à ces déclarations d'innocence. L'affaire Kanae Kijima
reste aujourd'hui l'un des exemples les plus bouleversants de la manière dont la romance peut devenir un danger mortel. C'est une histoire de manipulation, de cupidité et de vie détruite, causée par une femme qui se cachait derrière des promesses d'amour alors qu'elle planifiait en réalité la mort. Son affaire fascina le Japon non seulement en raison des crimes eux-mêmes, mais aussi à cause de l'image troublante qu'elle révélait, celle d'une femme ayant transformé l'intimité en arme, la quête d'affection en piège, et brouillé les frontières entre chagrin amoureux, accident et meurtre prémédité. Pour les familles des victimes, il reste peu de consolation. Des hommes qui croyaient avoir trouvé un avenir commun trouvèrent à la place la mort, leur argent perdu, leurs rêves anéantis. Le nom de Kijima figure désormais parmi ceux des rares mais célèbres tueuses en série japonaise, non pour l'amour qu'elle promettait, mais pour les vies qu'elle a détruites. K5. Hiroko Nagata. Le nom de Hiroko Nagata faisait autrefois frissonner le Japon. Elle n'était pas une tueuse en série au sens habituel du terme, mais une révolutionnaire qui dirigea la violence contre ses propres camarades au nom de l'idéologie. Née le 8 février 1945 à Tokyo, Nagata semblait d'abord destinée à une vie conventionnelle. Elle fréquenta le lycée Chofugakuen, puis étudia au Kyoritsu College of Pharmacy, où elle fut formée comme pharmacienne. Pourtant, tandis que ses camarades se concentraient sur leur carrière, l'attention de Nagata se tourna de plus en plus vers la politique radicale. À la fin des années 1960, les universités japonaises étaient dominées par les mouvements de gauche. Les étudiants affrontaient la police, organisaient des émeutes et rêvaient de révolution. Parmi eux, Nagata se distinguait particulièrement. Connue pour son tempérament explosif et ses crises hystériques, elle gravit rapidement les rangs de l'armée rouge unifiée et devint finalement vice-présidente de l'organisation. Pour ses camarades, elle était intense, dure et intransigeante. Pour les observateurs extérieurs, elle semblait instable et obsédée par l'idéologie. Sa maladie, le syndrome de Basedow, la rendit stérile, ce que certains contemporains considéraient comme une possible raison de sa cruauté envers d'autres femmes. Dans l'esprit de Nagata, toute faiblesse, tout doute et toute forme de mollesse représentaient un obstacle à la révolution, et elle était déterminée à les éliminer. L'événement le plus marquant de sa vie se produisit en février 1972. Cet hiver-là, l'armée rouge unifiée se replia dans les montagnes enneigées de la préfecture de Gunma Préfecture. Les descentes de police et les arrestations avaient acculé le groupe, et la paranoïa s'empara totalement de ses membres. Ce qui se déroula dans ce camp isolé demeure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire radicale japonaise. Sous la direction du président Tsuneo Mori et de sa vice-présidente Hiroko Nagata, le groupe lança ce qu'il appelait une « purge d'autocritique ». Au début, il s'agissait d'intimidation verbale. Des membres étaient accusés de manquer d'esprit révolutionnaire, de montrer des tendances bourgeoises ou d'être trop attachés aux relations personnelles et à la sexualité. Mais les critiques dégénérèrent rapidement en violence. Des membres furent battus, affamés et parfois attachés dehors dans le froid glacial. En quelques jours, cette purge se transforma en massacre. 14 personnes, des camarades qui avaient autrefois cru à la même cause, furent tués. Certains furent battus à mort, d'autres moururent gelés après avoir été attachés à des arbres par des températures négatives. L'un fut exécuté parce qu'il avait tenté de fuir. Un autre fut tué pour avoir demandé des mouchoirs dans son sac de couchage, un comportement que Nagata interpréta bizarrement comme une faiblesse sexuelle. Nagata n'était pas une participante passive. Les témoignages et les enquêtes ultérieures montrèrent qu'elle fut l'une des principales forces motrices derrière les meurtres et qu'elle ciblait délibérément ceux qu'elle considérait comme idéologiquement impurs. Pour elle, l'amour, la sexualité ou le doute n'avaient pas leur place dans la révolution. Seule comptait la dévotion absolue. Dans sa logique déformée, la mort valait mieux que la faiblesse. À la mi-février, la police se rapprocha. Le 16 février 1972, Mori, Nagata et 6 autres membres furent arrêtés dans le camp montagneux et les villages voisins. 5 autres, armés de fusils et de fusils de chasse, réussirent à s'échapper. Leur fuite mena directement au célèbre Asama Sanso incident, au cours duquel ils se barricadèrent dans un chalet de montagne, prirent un otage et affrontèrent la police lors d'un siège retransmis à l'échelle nationale. Pour de nombreux Japonais, les scènes de violence diffusées à la télévision marquèrent la fin des visions romantiques du mouvement étudiant. Quels que soient les idéaux proclamés, la réalité apparaissait désormais brutale, fanatique et meurtrière. Nagata fut jugé pour son rôle dans les meurtres. Le procès fut long et éprouvant. Le 18 juin 1982, 10 ans après les événements, le tribunal de district de Tokyo la condamna à mort. 4 ans plus tard,
La Cour d'appel confirma la sentence. En 1993, la Cour suprême scella définitivement son destin, l'exécution. Mais le système judiciaire japonais traite la peine de mort d'une manière particulière. Les exécutions sont rares, secrètes et nécessitent la signature personnelle du ministre de la Justice. Certains condamnés passent des décennies à l'isolement sans savoir quand leur sentence sera appliquée. Pour Hiroko Nagata, cela signifia presque 40 ans dans le couloir de la mort. Durant cette période, elle écrivit des livres, gagna des soutiens et tenta de remodeler son image. Certains sympathisants affirmèrent qu'elle avait été diabolisée par les médias, présentée comme un monstre hystérique alors qu'elle n'était pas pire que plusieurs de ses camarades masculins. Même la célèbre nonne bouddhiste et écrivaine Harumi Setouchi exprima de la compassion, soulignant que Nagata avait au moins agi par désir d'un monde meilleur et non par cupidité. D'autres rejetèrent cependant toute forme de compassion. Hatsuyuki Sasa, ancien policier d'élite qui avait dirigé le siège du chalet, formula de vives critiques. Selon lui, le système judiciaire japonais avait dépensé d'énormes ressources pendant des décennies pour maintenir Nagata en vie, alors que des innocents avaient péri à cause des groupes radicaux. Le temps n'atténua pas les crimes. 14 camarades moururent sur ses ordres. Des familles perdirent leurs enfants, qui avaient cru à une idée révolutionnaire et trouvèrent à la place un cauchemar dans la neige. Les dernières années de Nagata furent marquées par la maladie. En 1984, elle fut opérée d'une tumeur au cerveau. En 2006, son état se dégrada davantage et elle fut transférée dans un hôpital pénitentiaire à Hachioji. En 2007, elle retourna au centre de détention de Tokyo, mais elle était déjà alitée et très affaiblie. En octobre 2008, elle se trouvait dans un état critique. 2 années supplémentaires passèrent, clouée au lit, jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer du cerveau le 5 février 2011, seulement 3 jours avant son 66e anniversaire. Elle ne fut jamais exécutée. La nouvelle de sa mort reçut peu d'attention. Pour une femme dont le nom dominait autrefois les manchettes, son décès ne fut mentionné que brièvement dans les pages intérieures des journaux. Le Japon semblait depuis longtemps être passé à autre chose. Pourtant, l'histoire de Hiroko Nagata est bien plus qu'une simple note de bas de page. Elle constitue un rappel saisissant de la manière dont l'idéologie, poussée à l'extrême, peut détruire l'humanité. Comme d'autres mouvements radicaux, les activistes japonais de cette époque croyaient lutter contre l'oppression. Mais lorsque leurs mouvements s'effondrèrent sous le poids de la paranoïa, ils retournèrent leur violence contre eux-mêmes. Nagata incarnait cette évolution. Elle ne combattait pas seulement l'État, elle détruisait ses propres camarades au nom de la pureté. Certains voyaient en elle une victime des circonstances, une femme fragile dans une époque radicale. D'autres la considéraient comme un monstre justifiant la cruauté par l'idéologie. Ce qui demeure incontestable cependant, c'est la trace de mort qu'elle a laissée derrière elle. 14 jeunes personnes moururent, non pas des mains d'ennemis, mais sur ordre de leur propre dirigeante.